Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être encore présents pour le dernier cours de la saison 2015-2016. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un cours. Alors, le titre est relativement large. Manipulation d'atomes, dimensionnement d'objets, propriétés, applications et perspectives. Donc en fait, ça mérite un plan relativement détaillé. Donc voilà les différents aspects que je vais traiter avec vous aujourd'hui, avec un fil conducteur qui est en fait d'illustrer les interconnexions fortes, et voire certaines très très anciennes, entre la taille des objets, leurs propriétés, leur observation et leur synthèse. Alors il y aura finalement deux parties. Il y aura une partie qui sera très historique finalement ici. Je vais vous parler de l'ultramicroscope, qui est un objet relativement ancien, 1903, mais qui a eu d'énormes conséquences scientifiques que je vais essayer de détailler un petit peu. Le microscope à effet tunnel et la manipulation d'atomes un par un, donc ça je vais décrire également avec vous, et puis la manière de créer et de manipuler des liaisons également une par une, et ça revient à faire de l'électrochimie atome par atome. Et puis après, un aspect qui est beaucoup plus batterie, où je vais en fait traiter avec vous de l'effet de la taille et de la surface d'études de cette taille sur les mécanismes réactionnels électrochimiques de matériaux d'électrodes de batterie. Et puis je terminerai sur un exemple de ce qui se fait actuellement, maintenant, qui est l'utilisation de la batterie pour en déterminer des énergies de surface. Donc la batterie n'est pas uniquement l'objectif de notre travail, c'est aussi un moyen d'étude de certains matériaux. Alors on va commencer par le microscope, l'ultramicroscope ici. Alors je vais d'abord faire quelques petits rappels à propos de la microscopie en général. J'ai choisi deux jalons finalement. Donc, Antoine Leeuwenhoek, qui était un habitant des Pays-Bas, qui habitait à Delft et qui a construit ce genre de microscope extrêmement simple. Vous voyez, l'objet était positionné ici, il y avait une lentille ici et on regardait par ici. Et donc, dans les années 1675-80, cette personne a réussi à observer des objets aussi petits, avec un objet aussi simple que ça, des objets aussi petits que des infusoires, voire même des bactéries. Et il avait dessiné à l'époque déjà des bactéries en indiquant que certaines étaient capables de se déplacer et d'autres non. Donc la résolution d'un microscope aussi simple que ça atteignait déjà le micron à cette époque-là. Il a fallu attendre les années 30 pour qu'apparaisse la proposition d'utiliser un autre rayonnement, qui est un rayonnement électronique. Donc c'est Ernest Ruska qui a proposé ce schéma ici, en 1929, d'un microscope à transmission, dont le premier modèle était fabriqué ici en 1933. Et M. Ruska, vous voyez ici les photos qui ont été obtenues vers les années 35, ce n'est pas des résolutions énormes. Vous voyez ici, la barre qui est ici, c'est 10 microns. Donc il a fallu attendre quand même relativement longtemps pour que le microscope électronique surpasse le microscope optique. Et puis le progrès étant incontournable, finalement, au bout de quelques dizaines d'années, on a pu fabriquer des microscopes qui permettaient d'observer des choses à l'échelle atomique. Donc il a fallu à peu près 300 ans pour que la résolution passe du micron à l'angstrom et soit multipliée par environ 10 000. Alors ça fait long, 300 ans, mais pendant ces 300 ans, les méthodes de synthèse chimique et de matériaux inorganiques ont progressé, et les matériaux nanométriques étaient déjà fabriqués pendant cette période-là. Donc il a fallu trouver un moyen d'observer, à défaut de microscope électronique, d'observer les matériaux nanométriques, les dénombrer, et pourquoi pas observer leur taille, déterminer leur taille et leur forme. Donc ça, pour faire ça, en fait, il y a une seule façon de faire, c'est est-ce qu'on est capable, avant même de savoir faire une image de l'objet, d'être capable de le détecter, de voir l'objet, sans en faire une image précise. Alors ça, c'est possible grâce à quelque chose dont vous entendez parler régulièrement pendant ces cours, qui est la diffusion Rayleigh. Diffusion Rayleigh, qui est la diffusion de la lumière par des objets qui ont la particularité d'avoir une taille qui est largement inférieure à la longueur d'onde incidente. Donc pour une radiation visible qui est micrométrique, ça veut dire que les objets nanométriques rentrent tout à fait dans ce cadre-là et sont tout à fait capables de donner lieu à cette diffusion. Alors, la diffusion Rayleigh, l'intensité diffusée, elle se définit de la manière suivante, donc c'est une équation relativement compliquée, mais il y a 4 points importants dans cette équation qu'il faut bien avoir en tête. Premièrement, la diffusion, l'intensité diffusée est proportionnelle au carré du volume de la particule, ce qui veut dire que les particules qui sont relativement grosses vont diffuser plus que celles qui sont petites, mais elles seront moins nombreuses du coup. Donc ça veut dire que si on veut observer des choses relativement homogènes et être capable de faire une analyse fine, on a intérêt plutôt à fabriquer des systèmes de particules monodisperses. Ça évite les déviations d'observation. Deuxième point, l'intensité diffusée dépend de la longueur d'onde incidente. Les longueurs d'onde petites sont plus diffusées que les longueurs d'onde importantes.
Mais le visible, ça marche très très bien, hein, puisqu'en fait la lumière bleue du Soleil vient de cette diffusion Rayleigh sur les particules, sur les molécules atmosphériques. Donc le visible correspond tout à fait à ce qu'on observe ici. Ce facteur R ici correspond à la distance entre l'objet et l'observateur. Donc si on veut une intensité relativement importante, on a intérêt à se trouver très très proche de l'objet qui diffuse. Et puis, chose très importante, c'est que cette diffusion existe dans toutes les directions et elle n'est pas nulle à angle droit. Ce qui veut dire que si on éclaire un objet, à 90 degrés, un objet nanométrique va diffuser de la lumière. Donc cet objet qui va diffuser de la lumière à angle droit, même si on ne le voit pas, va émettre un signal comme un phare, et on sera capable de détecter la présence de l'objet et de les compter, ces objets. Alors cette diffusion Rayleigh et cette propriété de diffuser à angle droit a été étudiée et a été utilisée assez rapidement par ces deux personnes, M. Zygmundi et M. Siedentopf, qui ont fabriqué un microscope qui est exactement la même chose qu'un microscope classique, à part qu'on n'éclaire pas l'objet par le dessous, mais à angle droit. Donc la lumière arrive par ici, et ici on détecte l'objet qui diffuse s'il existe, s'il est présent. Et donc on a ici un petit volume ici d'échantillons où vont apparaître des points lumineux qui correspondent à la présence d'objets nanométriques. Alors très rapidement, ce petit volume V ici a pu être rempli d'une suspension, donc on a pu observer des suspensions d'objets nanométriques, et puis des systèmes d'objectifs à immersion ont permis de se rapprocher très très proche, très très près de l'objet qui diffuse, donc diminuer cette distance R dont je vous parlais précédemment. Et cet appareillage qui donc a plus d'un siècle, qui a été proposé en 1903, a subi de nombreuses variantes, mais ça reste le même principe. Par contre, les conséquences scientifiques de cet objet, et donc qui sont les conséquences directes de la propriété de ces nanomatériaux à diffuser la lumière à angle droit, ces conséquences scientifiques sont extrêmement nombreuses. Alors, la première que je voudrais vous citer, c'est en fait comment est-ce qu'on détermine la taille d'un objet nanométrique avec un système de ce type-là. Alors le petit volume V, je l'ai représenté ici, et ce petit volume V, ça peut être un volume d'une suspension d'or colloïdal, par exemple, un morceau de verre à l'or, où on sait qu'il existe des toutes petites particules d'or très dispersées. Alors la technique qui a été utilisée dès 1903-1906 par les auteurs, c'est d'abord de déterminer dans ce petit volume V quelle est la masse d'or qui se trouve, en connaissant sa densité, en connaissant le volume V qui est analysé. Et puis ce petit volume V, on va le placer sous le microscope et on va compter le nombre de particules qui sont soit immobiles ici, soit en déplacement ici, mais on va compter les particules. Et en faisant l'hypothèse que ces particules ont toutes la même taille et qu'elles sont soit sphériques, soit cubiques, c'est deux modèles différents, et dès 1906, il était capable de déterminer que la taille des particules dans les solutions colloïdales pouvait passer de 6 à 40 nanomètres et observer des objets, déterminer la taille de ces objets entre 3 et 6 nanomètres dans du verre à rubis et déterminer le rapport qui existait entre la taille et la couleur du verre. Ça, c'était 1903-1906. Il a fallu attendre 1938 pour que le microscope à transmission puisse atteindre une résolution de l'ordre du nanomètre. Donc ça a été une des premières applications du microscope à diffusion. Deuxième application, donc ça remonte un petit peu dans le temps du coup. En 1799, Laplace a dicté une loi et a démontré que dans l'atmosphère, il existait une loi de proportionnalité logarithmique, d'évolution logarithmique de la pression en fonction de la hauteur. Et ça, on sait maintenant que ça, c'est la résultante de deux phénomènes qui sont contradictoires, c'est la gravitation et l'agitation moléculaire. Cette agitation moléculaire, on n'en a eu qu'une observation indirecte par Braun en 1827, qui en fait a observé des évolutions assez importantes de grains de pollen ou de petites particules de camphre à la surface d'une suspension. Et à partir de ces observations, ce qu'a fait Jean Perrin, dès le début du siècle, c'est finalement utiliser l'ultramicroscope pour observer la répartition en fonction de la hauteur de la population de nanoparticules d'objets nanométriques en suspension. Et Perrin a observé que l'évolution logarithmique qu'il observait ici, donc ça c'est quelques micromètres d'évolution ici, ça c'est une hauteur de colonne, cette évolution logarithmique était tout à fait similaire à celle-ci, qui concerne en fait des molécules de gaz. D'où l'analogie qui a été faite entre les petites particules et des objets beaucoup plus petits qui doivent se trouver dans l'atmosphère, et d'où l'hypothèse moléculaire qui a été proposée par Jean Perrin, et la capacité de calculer un nombre d'Avogadro qui est très très proche de la valeur que l'on connaît actuellement. Alors, je voudrais juste signaler que les deux schémas qui sont ici, en fait, ça vient d'un film
qui était tourné par Jean Perrin en 1923, qui est diffusé, qui est accessible sur le site du CNRS, où on voit Jean Perrin faire des manips, et y compris ces manips-là, ici, ont été filmés et projetés sur un écran. Alors, deuxième conséquence très importante de cette application très importante de cet ultramicroscope, c'est la découverte et le calcul de la charge de l'électron. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez que le New York Times, quand la charge de l'électron a été calculée, n'a pas titré la charge de l'électron, mais l'ultramicroscope, ce qui montre bien l'importance que la technique a eue. Et donc, ce que Robert Millikan a fait, c'est qu'il a, dans une chambre de ce type-là, en fait, dispersé de toutes petites gouttelettes d'huile. Et ces petites gouttelettes d'huile ont été observées avec un ultramicroscope. Premièrement, pour observer leur vitesse de chute, pour déterminer leur masse. Puis ensuite, appliquer un champ électrique pour stabiliser ces nanoparticules d'huile, donc toujours avec l'observation de l'ultramicroscope, et de l'équivalence entre la force ascendante et la force descendante ici, trouver la charge portée par la goutte d'huile et multiplier les expériences de manière à trouver le facteur commun qui a permis de déduire la charge de l'électron, la masse de l'électron et le nombre d'Avogadro également. Et puis on pourrait multiplier comme ça des exemples d'applications d'ultramicroscope et à quoi ça a servi. Alors je citerai juste la détermination des masses molaires des protéines, ça a été fait dès les années 30. L'observation de la théorie de la coagulation et de la flocculation avec l'addition de sel dans une solution qui permet d'agréger les particules. Donc ça se voit directement par le nombre de particules qui diminue. Et puis cette coagulation qui peut être interrompue à n'importe quel moment par l'addition de colloïdes protecteurs. Donc la coagulation, la fluctuation et comment gérer la manière dont une population colloïdale évolue avec le temps a pu également être observée par cette technique. La forme des particules nanométriques a pu être déterminée par des analyses en lumière polarisée. Et puis c'est également à l'origine de la technique de la mobilité électrophorétique et du potentiel zeta déterminé à partir de cette mobilité ici. Donc ça a eu des multiples conséquences. Et donc l'ultramicroscope, maintenant, on s'en sert toujours. Vous allez voir après un exemple, mais cet ultramicroscope est une des techniques qu'on a à disposition pour observer différentes échelles de taille d'objets, que j'ai un peu symbolisées ici de manière grossière ici. Et puis c'est la même chose de l'autre côté. De l'autre côté, on a tous les objets de taille croissante ici, et on a toutes les techniques disponibles actuellement pour observer toute cette gamme de taille ici. Alors observer, c'est une chose. On peut observer dans cette gamme de taille ici, ce que j'ai montré dans la diapo précédente. Mais observer les objets, ce n'est pas tout à fait la même chose que les manipuler. Alors la question qui se pose, c'est jusqu'où on peut aller dans les deux sens. Alors l'homme est ici. L'ordre de grandeur, c'est le mètre. Et l'objet le plus grand que l'homme ait réussi à fabriquer pour l'instant, c'est la muraille de Chine. C'est de l'ordre du million de mètres. Et la question qui s'est rapidement posée, c'est dans l'autre sens, du côté de l'infiniment petit, jusqu'où est-ce qu'on peut descendre, jusqu'à une époque où on était plus ou moins limité par les micromanipulateurs, est-ce qu'on peut descendre à l'échelle atomique? Alors ça a été rendu possible suite à la découverte de l'effet tunnel. Donc ça, vous connaissez cet effet tunnel. Donc ça a été déterminé par deux chercheurs d'IBM, Roer et Binning. Pour la petite histoire, ils ont eu le prix Nobel, mais uniquement un quart chacun. Sur le site de l'Académie Nobel, c'est indiqué comme ça. Ils ont partagé le prix Nobel avec Ruska, que j'ai évoqué précédemment, qui était l'inventeur du microscope à transmission. Et donc, le point très important de cette découverte, c'est que le courant que vous avez ici en axe Y, ici, évolue de manière exponentielle, avec la distance entre la pointe et la surface. Et ce point-là, la variation exponentielle de ce courant, est une chose extrêmement importante parce que ça permet d'avoir accès à des distances extrêmement fines, très proches de la surface. Alors bien sûr, il a fallu très peu de temps, ça date de 1981-82, il a fallu relativement peu de temps pour que finalement cette technique soit utilisée pour scanner une surface et en faire une image. Donc vous avez ici la pointe d'un microscope à effet tunnel, vous avez ici la pointe vue par microscope à transmission, donc c'est ici un rayon de courbure qui fait quelques nanomètres. Et en fait, en balayant la surface, on peut en faire une image. Donc là, c'est l'image brute ici d'une surface de silicium selon 1,1,1. Et ici, la reconstruction de cette image ici selon 1,1,1. Donc faire des images de surface, c'était possible relativement rapidement après la découverte de l'effet tunnel grâce à ces microscopes.
Et puis, il y a eu des choses qui ont été faites, beaucoup d'exemples d'application du microscope à effet tunnel. Je citerai simplement celle-là, en fait, qui permet en fait, d'observer la manière dont des molécules organiques, et d'observer aussi comment ces molécules organiques, selon leur chiralité, se déposent sur des surfaces de graphite. Et ça a des importances et des conséquences assez importantes pour tout ce qui concerne l'optoélectronique, par exemple. Alors, observer des objets nanométriques subnanométriques tels que les atomes, c'est une chose, mais le microscope à effet tunnel a également permis de les observer et de les déplacer. Alors, il se trouve que si on applique un champ électrique intense entre la surface et la pointe, on est capable de déplacer un atome, donc le pomper à la surface de cette pointe et de le déplacer, donc soit le tirer sur la surface de cette manière-là, soit de le pomper. La pointe se déplace, et puis un petit peu plus loin, on relâche l'atome en relâchant la charge électrique, le champ électrique. Alors, vous connaissez certainement ces images-là, c'est certainement la publicité la plus petite qui soit. Donc, c'est des chercheurs d'IBM qui ont réussi, en positionnant des atomes de xénon sur une surface de cuivre, d'écrire le sigle IBM, donc avec une trentaine d'atomes de xénon. Donc ça date de 1990. Et puis, les choses ont évolué, bien sûr. Donc, après cette image de positionnement d'atomes de xénon sur une surface de nickel, il était possible de déplacer des molécules. Donc là, c'est 1992. Donc là, c'est l'homme moléculaire avec 28 molécules de monoxyde de carbone déposées sur du platine. Et puis les choses, après, ont encore évolué. Et puis on est arrivé à positionner et déplacer, grâce à la pointe, des molécules de carbone 60 qui sont déposées ici sur une monocouche de cuivre. Donc 1996, le schéma ici, le boulier atomique, avec des nano-objets qui ont été fabriqués par l'équipe de Kroto dans les années 85. Alors les objets sont positionnés, comme j'ai montré tout à l'heure, sur une surface. On peut les déplacer, mais on peut aussi les observer en train de bouger. Donc ça, c'est un petit peu plus tard, en 1998. Il a été possible d'observer en fait, sur une surface des molécules organiques relativement complexes, donc qui sont fabriquées à partir de décacyclène. Donc vous avez ici la molécule dérivée du décacyclène. Et puis cette molécule ici, vous la voyez, elle est emprisonnée entre d'autres molécules. Et puis quelques instants plus tard, elle se trouve ici dans une position où elle est libre de tourner. Donc c'est un nanorotor. Et ça a été possible également de l'observer avec un microscope à effet tunnel. Alors je n'ai pris que quelques exemples. Il y a un nombre extrêmement important d'exemples sur ce domaine-là. Et puisqu'on parle des systèmes en rotation, ce qui est intéressant de voir, c'est que tout ce qui a été fait sur les nanorotors moléculaires, ça s'est fait conjointement, quasiment en même temps, avec la découverte de moteurs moléculaires biologiques. Alors, l'exemple que je vais citer ici, c'est en fait la molécule qu'on appelle l'ATP synthase ou l'ATPase, suivant le sens dans lequel elle fonctionne. Donc, c'est une très grosse molécule qui est membranaire, qui possède en fait une zone ici qui est capable de tourner autour d'un axe qu'on appelle ici la protéine gamma. Donc, cette grosse partie ici, c'est la partie F1 de la protéine. Ici, vous avez une autre partie qui tourne également, qui s'appelle la partie F0. Et finalement, cette protéine, qu'est-ce que c'est? C'est un générateur électrochimique, puisque c'est capable de convertir électrochimiquement un gradient en protons de part et d'autre, par exemple, de la membrane d'un cytoplasme, en ATP. Donc en fait, cette molécule ici sert à transformer un gradient de concentration d'ion en énergie chimique stockée sous forme d'ATP. Alors très rapidement, il est apparu qu'il était possible d'isoler une partie de la protéine. Donc en fait, vous avez la partie haute ici qui est représentée ici. Donc ça, c'est dans les années 80. On a commencé à parler de cette rotation autour d'un axe. Et puis en 1997, cette partie de la protéine a été isolée et a été greffée sur une surface. On l'a alimentée en ATP et ici a été greffé dessus un filament de façon à pouvoir observer directement par fluorescence la rotation de la protéine. Donc 1973, années 80, donc là l'idée de la rotation moléculaire a commencé à germer. On a pu l'observer ici en 1997. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que sur cette protéine ici qui tourne, quand on l'alimente en ATP, on n'a pas uniquement comme choix le fait de pouvoir greffer un filament, on peut aussi greffer une bille. Donc ça a été fait aussi, ça en 2001. Vous avez ici des images ici qui montrent que la bille se déplace. Ce qui est intéressant, c'est finalement la boucle est bouclée, c'est que ces objets, ces images ont été obtenues avec un microscope ici qui est directement la conséquence et l'évolution des microscopes, ultramicroscopes que j'ai décrits précédemment, avec une lumière qui en fait est diffusée dans un angle qui n'est pas l'angle incident.
Alors on peut continuer maintenant. Là, c'est observer, c'est déplacer, c'est regarder des choses qui bougent, mais on peut aussi faire de la chimie avec ces microscopes à effet tunnel. Alors un des premiers exemples date de 1997, où vous avez ici représenté ici, imagé ici deux molécules d'oxygène, O2, dans lesquelles il était capable, grâce à la pointe du microscope à effet tunnel, injecter à un potentiel donné, un courant donné. Donc quand on injecte un courant à un potentiel donné, on injecte de l'énergie dans un système, et était capable de dissocier ces deux molécules O2 en 4 atomes d'oxygène, c'est ce qu'on voit ici. Donc de la chimie atome par atome ou molécule par molécule, c'est tout à fait possible de faire ça, de réaliser ça avec un microscope à effet tunnel. Alors il y a même des choses encore plus impressionnantes qui ont été réalisées, donc ça c'est en 2000. Alors, cette réaction ici est relativement ancienne, hein, c'est 1904, la réaction de Ullmann, qui permet à partir d'un dérivé de benzène avec un iode ici. Alors pourquoi l'iode? Parce que ça permet de casser la liaison carbone-iode plus facilement qu'une liaison carbone-carbone. On peut à partir de 2 molécules d'iode-benzène ici fabriquer un biphényl. Et cette réaction a été réalisée avec un microscope à effet tunnel. Alors vous avez ici une représentation ici, et puis vous avez une autre représentation ici. Alors quelle est la démarche qui a été réalisée? Et bien, en fait, des électrons sont injectés ici, enfin de l'énergie est injectée dans cette molécule. La liaison carbone-iode est cassée et on crée un radical phényl, C6H5. Et puis avec la pointe ici, on éloigne l'atome d'iode. Vous recommencez ça une deuxième fois. Et puis après, vous avez 2 radicaux ici, phényl, que vous rapprochez. Alors la pointe, elle sert à quoi ici? Elle sert à récupérer l'énergie qui vient de l'association de ces 2 radicaux. Et on forme ici un biphényl, molécule par molécule. Donc c'est possible de faire ces réactions de manière extrêmement individualisée sur des molécules. Alors ce qui est très intéressant ici, et c'est là que finalement le lien va se faire avec les batteries, c'est que, je vous ai dit ici, en fait, une pointe à effet tunnel, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui permet d'injecter ou de récupérer de l'énergie en injectant des électrons, un potentiel donné et un courant donné. Et ça, c'est l'électrochimie à l'échelle atomique. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on ne peut pas justement utiliser les batteries pour déterminer les énergies de réaction, les énergies de surface? Parce qu'un processus de ce type-là permet d'évaluer les énergies de liaison. Alors, puisqu'une batterie, ça sert à échanger des électrons à un régime donné, à un potentiel donné entre 2 électrodes, est-ce qu'une batterie ne peut pas également servir, à une échelle beaucoup moins locale, bien sûr, déterminer les énergies de réaction ou des énergies de liaison? Alors la réponse est oui. Alors, très simplement, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on prend une batterie, tout simplement, et en fait, on se place dans les conditions thermodynamiques standards. Donc, on prend un sel de lithium dans l'électrolyte qui est 1 mol par litre. On se place à une pression de 1 bar. On fait une réaction électrochimique et on calcule la surface, ici, qui se situe sous l'évolution du potentiel avec la capacité. Et cette évolution de potentiel avec la capacité, si on connaît le nombre d'électrons échangés et la constante de Faraday, ça permet de revenir à un delta G de réaction, qui est le delta G de la réaction qui est mis en jeu pendant la réaction de la batterie. Alors pour que ce soit des réactions de formation, il faut partir de substances pures. Donc par exemple, l'aluminium est capable de s'allier au lithium pour former l'alliage Li-Al, donc un électron échangé, donc petit n ça vaut 1. Et puis on peut assez facilement mesurer un potentiel moyen. Et si on mesure ce potentiel, si on multiplie ce potentiel moyen par la constante de Faraday et le nombre d'électrons échangés, on a une réaction de formation pour l'alliage Li-Al de 35 kJ par mol. La littérature métallurgique nous donne 37. Donc c'est pas si mal que ça. Alors après, on peut faire d'autres réactions. Ici, vous avez la réaction d'alliage de l'antimoine avec 3 lithium pour faire Li3Sb. Et ici, comme on a une polarisation relativement forte, on a essayé d'obtenir ici les potentiels d'équilibre, quasi-équilibre. Et en fait, on obtient un potentiel de quasi-équilibre de 0,95 volts, ce qui permet d'obtenir moins 275 kJ par mol à peu près de delta G de formation. La littérature nous donne 280. Donc on peut, avec une batterie à l'échelle massif, macroscopique, on peut déterminer une énergie de formation d'une substance chimique. Alors est-ce que ces énergies de réaction, est-ce que ces réactions chimiques peuvent être influencées par la taille? Parce que c'est ça aussi l'objet de ces cours, c'est en fait quel est l'effet de la taille sur ces réactions chimiques. Alors là, j'ai pris un exemple très connu dans le domaine des batteries, c'est le phosphate de fer et de lithium, LiFePO4, qui
peut être délithié pour former le lithium plus FePO4, et à l'échelle massive, micrométrique ou submicrométrique, cette réaction est connue pour être une réaction qui est biphasée. Alors vous avez ici la démonstration de ça, vous avez ici le temps de charge-décharge, vous avez ici le potentiel. Donc en fait, on commence ici, et on voit ici qu'on retire le lithium selon un plateau de potentiel qui est très très bien défini. Puis après, on remet le lithium dedans selon un plateau de potentiel qui est bien défini. Et des potentiels qui sont bien définis de ce type-là, c'est souvent l'indication d'un phénomène biphasé qui ici est confirmé par diffraction des rayons X. Ça, c'est avec un objet qui fait 140 nanomètres de taille de particules, à peu près. Et maintenant, si on prépare ce matériau à une échelle beaucoup plus petite, donc 40 nanomètres, on obtient la courbe en rouge ici. Vous voyez qu'en fait, on voit nettement pas une disparition, mais on voit bien que les plateaux qui étaient présents dans l'échantillon à 140 nanomètres sont beaucoup moins marqués ici. Et la diffraction des rayons X montre également qu'on a une évolution constante des diagrammes de diffraction. Donc en fait, le paramètre de maille évolue de manière continue, ce qui indique bien que la courbe en rouge ici correspond à cette réaction, mais selon un processus qui est non plus biphasique, mais on a élargi les domaines de solutions solides pour le rendre monophasé. Alors, d'où est-ce que ça vient ça? C'est la taille nanométrique de cet objet liée aux synthèses les températures de réaction qui se font à très basse température, donc à température modérée. Ça implique que ce matériau n'est pas si bien cristallisé qu'un matériau à haute température. Donc on a des défauts structuraux, des mélanges cationiques lithium-fer qui empêchent en fait la réaction biphasée de se produire correctement et qui induit des phénomènes monophasés. Donc ça c'est important pour beaucoup de raisons. Une raison qui serait une application intéressante de ça, c'est que vous comprenez bien que si on est sur un plateau de potentiel ici, le potentiel ici étant identique ici, c'est très difficile de suivre l'état de charge d'une batterie en mesurant le potentiel. Normalement le potentiel est évolutif ici et ne suit pas un plateau, c'est beaucoup plus facile de mesurer l'état de charge en suivant le potentiel. Donc ça pourrait servir de jauge aussi pour mesurer l'état de charge d'une batterie. Ça, c'est une possible application. Donc ça, c'est une réaction d'intercalation. Donc on met du lithium dans une structure, on le retire, et le lithium vient s'insérer dans une structure haute ou s'extraire de la structure haute. Alors on a pu observer des effets de taille très variés, finalement, avec le temps. L'oxyde de fer Fe2O3, par exemple, sa réduction avec le lithium, eh bien, en fait, suivant la taille, on peut soit insérer le lithium dans la structure sans la modifier, soit on la modifie fortement. Donc, la taille de l'objet qui réagit oriente la réduction vers soit une réaction monophasique, avec une évolution de capacité avec le nombre de cycles qui est relativement stable ici, ou un phénomène qui est biphasé pour des particules plus grosses avec une capacité qui chute extrêmement rapidement. C'est exactement le même matériau, il y a juste la taille qui change. Et le mécanisme de réaction change complètement. Alors un autre exemple qui est un petit peu différent, c'est l'oxyde de cobalt, CO3O4, qui peut réagir avec le lithium soit en insérant du lithium, soit en perdant de l'oxygène. Donc la réaction est orientée par la taille selon deux mécanismes complètement différents, un avec un départ d'oxygène, un avec une insertion de lithium, et on a observé exactement la même chose avec l'oxyde de manganèse par exemple. Et puis des choses qui sont encore plus surprenantes, c'est qu'on peut rendre actif un produit qui ne l'est pas. Alors par exemple, les perovskites, étain manganèse 3 carbone, sont électrochimiquement inactives, mais ce sont des matériaux très intéressants parce qu'extrêmement denses, donc avec des capacités volumétriques qui, si on pouvait les rendre actifs, seraient très intéressantes. Alors ce matériau est inactif quand il est fabriqué à l'échelle macroscopique, micrométrique. Par contre, dès qu'on le prépare par broyage mécanique, on forme cette même phase, étain, manganèse 3 carbone, mais sous forme de grains extrêmement petits, de quelques nanomètres de diamètre, et ce matériau est actif, avec des capacités qui sont extrêmement stables en fonction du nombre de cycles. Mais le matériau qui est ici, les petits grains de perovskite ici, ne réagissent pas. Ce qui réagit dans ce matériau, ce sont des atomes d'étain qui sont dans les zones amorphes, qui se situent entre les grains cristallisés, et dans cette zone amorphe, l'étain s'allie avec le lithium de manière extrêmement réversible. Donc bien sûr, plus on réduit la taille de l'objet, plus on augmente la proportion d'atomes au joint de grain, et plus la capacité augmente. Des exemples, il y en a énormément. Alors, les gens qui modélisent ce genre de réaction se sont penchés sur le problème, et finalement, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Alors, la taille du cristal a été modélisée depuis relativement longtemps, donc on sait pourquoi une taille de cristal va modifier en fait,
l'aspect du pic d'insertion ou des intercalations. L'énergie d'interface entre le grain qui réagit et son environnement a été démontrée également comme pouvant influencer beaucoup la nature des plateaux et le nombre de plateaux de réaction. Et puis si c'est un phénomène qui est biphasé, qui est mis en jeu, en fait, l'énergie d'interphase plutôt entre les deux phases, celle qui est lithiée et celle qui ne l'est pas, cette énergie d'interphase en fait, peut aussi influencer beaucoup la forme et le nombre de plateaux d'intercalation. Alors, les tailles, les surfaces et les interfaces peuvent donc modifier profondément les réactions électrochimiques. C'est ce qui est vu expérimentalement, c'est ce qu'on peut déduire du calcul et de la modélisation. Et maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'à l'inverse, on ne peut pas sonder l'énergie de ces interfaces avec une batterie? Est-ce qu'une batterie ne peut pas servir à mesurer les énergies d'interface qui sont appliquées entre un matériau et son environnement? Alors ça, c'est d'autant plus possible, parce que si on fait simplement un petit calcul, vous prenez l'or, puisqu'on a déjà parlé de l'or, un matériau massif qui deviendrait nanométrique, vous voyez que pour l'or, par exemple, passer de cet état-là à cet état ici, ça implique 30 kJ par mol. Donc on est tout à fait capable de mesurer ce genre de gamme d'énergie avec une batterie. Alors là, il faut revenir un peu à des choses plus fondamentales de la batterie. Si on revient à la toute première batterie à 2 compartiments qui a été créée, donc par 2 personnes qui ont lutté très longtemps pour savoir qui était le premier, en fait, Becquerel et Daniel. C'est une batterie, une pile classique avec un couple cuivre de plus, zinc de plus. Vous avez 2 potentiels d'électrodes qui sont différents, donc un potentiel qui est exprimé. Et au fur et à mesure que la pile débite son courant, le potentiel de l'électrode ici diminue, le potentiel du zinc de plus zinc augmente, puisqu'il y a de plus en plus de zinc et de moins en moins de cuivre. Et puis quand les 2 potentiels d'électrodes sont identiques, la réaction s'arrête. Ça, c'est une pile classique. Alors on peut également faire une pile qui fonctionne avec exactement les mêmes couples à droite et à gauche, ce qu'on appelle une pile de concentration. Donc vous avez ici une solution de cuivre concentrée et une solution de cuivre ici qui l'est moins. Puisque les potentiels d'électrodes dépendent des concentrations, et bien en fait, le fait qu'on ait 2 concentrations différentes va induire 2 potentiels d'électrodes différents et il y a du courant qui va passer. Alors qu'est-ce qui fait que les 2 potentiels ici vont se rejoindre et la pile va s'arrêter? Simplement qu'ici, on va produire de plus en plus de cuivre, ici, on va consommer de plus en plus de cuivre de plus, et quand les 2 concentrations sont identiques, la pile va s'arrêter. Donc l'idée est venue, il y a relativement longtemps d'ailleurs, d'utiliser cette technique avec 2 électrodes identiques mais qui se différencient par des concentrations, d'utiliser la même stratégie avec 2 électrodes identiques avec des matériaux qui se différencient par leur taille. Ce que vous avez vu dans de nombreux cours, en particulier le premier cours de Jean-Marie le 8 février cette année, que la surface porte une énergie libre qui est positive, bien sûr, et donc ce système-là porte plus d'énergie que ce système-là à masse identique. Il y a plus de surface développée par 1 gramme de ce matériau que par 1 gramme de ce matériau. Donc si on arrive à fabriquer un système comme ça, avec un électrolyte commun, on devrait voir apparaître une différence de potentiel qui serait fonction de l'énergie de surface et de la différence de surface entre les 2 électrodes. Alors qu'est-ce qui va faire que les 2 potentiels vont pouvoir se diriger l'un vers l'autre et le système va évoluer vers un potentiel nul? C'est tous les phénomènes de mûrissement d'Ostwald, de coalescence, de dissolution de précipitation qui vont faire que progressivement, ces 2 électrodes vont développer des surfaces identiques. Ça a déjà été appliqué. Ça a déjà été appliqué par de nombreux groupes. Alors, par exemple, le groupe de Mayer en Allemagne, qui a fabriqué un système de ce type-là, avec une électrode qui contient du rutile de 25 nanomètres de diamètre et l'autre électrode du rutile de 2 micromètres de diamètre, inclus dans un électrolyte solide à haute température. Et puis le potentiel s'est équilibré vers 62 millivolts ici dans le cas présent. Et faire cette manip à différentes températures leur a permis d'extraire le delta H0 porté par la surface, le delta S0 porté par la surface. Donc avec une batterie, une pile, on peut déterminer une énergie de surface à condition d'avoir 2 matériaux qui ont des tailles différentes. Alors ça a été appliqué avec des métaux. Vous avez ici un exemple avec le cuivre. Ça a été appliqué avec l'argent, dans un électrolyte qui est aqueux ici, liquide, qui est solide ici. Mais la difficulté de ce genre de manip, c'est que rien n'assure que l'objet nanométrique et l'objet micrométrique exposent les mêmes faces, exposent les mêmes phases cristallines ou les mêmes natures de phases cristallines. Donc l'idée est venue
d'utiliser ce même système, mais non pas avec deux poudres, mais avec la même. Donc exactement la même poudre. Alors, qu'est-ce qui va différencier deux électrodes? Et bien, en fait, c'est la quantité de poudre qu'on va mettre d'un côté ou de l'autre. Donc vous avez exactement la même poudre, mais en quantité différente à l'anode, entre guillemets, et à la cathode, entre guillemets. Alors on a fabriqué un système comme ça il y a quelques années déjà, donc il faut le thermostater, bien sûr, il faut le mettre à l'écart de toute perturbation électrostatique avec une cage de Faraday. Et en fait, on a utilisé exactement la même stratégie qu'avait utilisée par Mayer pour l'oxyde de titane ou les autres groupes pour le cuivre ou l'argent. On doit avoir normalement une linéarité entre la différence de surface entre deux électrodes et la différence de potentiel qui est exprimée par cette pile. Alors ça implique de fabriquer des matériaux. Ça implique de fabriquer des matériaux qui sont contrôlés en taille, avec de préférence des grandes surfaces spécifiques et une non-stoichiométrie qui va être à l'origine de l'échange d'électrons potentiels. Alors voilà comment les choses se sont passées. On a préparé un oxyde de nickel. Une méthode très simple, hein. Nitrate de nickel dans l'éthanol en solution, de l'acide oxalique en solution. Les deux sont mélangés, on précipite un gel qui est séché. On obtient un gel d'oxalate de nickel. Et ce gel ensuite est décomposé sous air à 320 degrés, donc un net changement de couleur. Et la couleur noire de l'oxyde de nickel indique une non-stoichiométrie. Cette non-stoichiométrie, en fait, on a pu la contrôler par la suite, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ce sont des oxydes de nickel extrêmement divisés, nanométriques. Et en chauffant cet oxyde de nickel à 320 degrés de manière isotherme avec des temps prolongés, on a pu observer une augmentation de la taille des particules, la surface spécifique qui diminue, mais surtout on peut contrôler la non-stoichiométrie petit n qui peut passer de 7% vers 0, presque stoichiométrique, au bout de quelques dizaines d'heures de chauffage. Alors ces poudres ont été injectées dans ce type de batterie, ce type de pile, avec ici plus de poudre que de l'autre côté. Donc en fait, on a la même poudre, exactement, les mêmes surfaces, mais cette différence de masse implique une différence de surface spécifique entre les deux poudres. Et puis on a modifié cette différence M ici, on a modifié le delta M, on a calculé le delta et on a mesuré le delta E. Voilà ce que ça donne. Donc ici, c'est le delta E mesuré. Ici, c'est le delta A entre les deux surfaces, les deux électrodes, en mètres carrés. Et donc la première chose qu'on voit ici, c'est que la linéarité est respectée entre delta et delta E. Et puis on a refait cette manip-là avec différents échantillons d'oxyde de nickel qui ont été chauffés à différentes températures. Alors vous voyez, ça c'est le produit brut. Après, c'est chauffé 5 heures, 6 heures, 8 heures, 20 heures, 34 heures. Et là, c'est 900 degrés pendant très longtemps pour faire un oxyde parfaitement stoichiométrique. Donc, vous voyez que c'est linéaire pour chacun de ces produits. Cependant, ça n'évolue pas de manière monotone avec le temps, ça n'évolue pas de manière monotone avec le degré d'oxydation moyen du nickel, et ça n'évolue pas de manière monotone non plus en termes d'énergie de surface. Vous avez ici des valeurs qui vont de 0,34 jusqu'à 1,7, puis 2,38 ici. Donc ça n'évolue pas de manière monotone avec ni le temps, ni le degré d'oxydation moyen. Cependant, quand on trace l'énergie de surface en fonction du temps de chauffage de ces matériaux, on voit qu'il existe une énergie de surface minimum ici, qui est une ligne de base ici, qui correspond à 0,35, 0,4 joules par mètre carré, ce qui n'est pas une valeur aberrante pour un oxyde en contact avec de l'eau, parce que l'électrolyte, c'est un électrolyte aqueux. Mais ici, on a une zone ici où on a un énorme excès d'énergie de surface ici. Et ça, c'est très important de comprendre ça, parce que les oxydes de nickel nanométriques sont actuellement étudiés pour des applications aussi variées que des catalyseurs dans les batteries lithium-aires, les cellules à colorants, certaines piles à combustible et comme collecteurs dans les cellules thermiques solaires. Et tous ces matériaux, dans ces applications-là, vont être en contact avec un liquide. Donc si ces matériaux en fait, ont une énergie de surface extrêmement élevée, ça va révéler une instabilité du matériau. Donc il faut comprendre ça, d'où vient cette instabilité. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est revenu un petit peu sur les choses basiques de la diffraction des rayons X, et on a extrait de la largeur à mi-hauteur des raies de diffraction des rayons X deux contributions qui sont les contributions de la taille des cristallites, contribution sur l'élargissement des raies, et le facteur ici epsilon, que l'on appelle aussi micro-contrainte, qui finalement révèle les tensions à l'intérieur du cristal.
Alors, comment peut-on extraire ces deux données ici? Eh bien, il suffit d'utiliser la linéarité de cette équation ici et de tracer pour chaque échantillon l'évolution de ce facteur, donc bêta 2θ cos θ en fonction de sinus θ ici, θ étant l'angle de diffraction, et la pente de cette droite ici donne directement accès aux contraintes cristallographiques dans le matériau. Et maintenant, si on trace l'évolution de ces contraintes cristallographiques epsilon en fonction du temps de chauffage du matériau, on obtient quelque chose ici qui est tout à fait similaire avec l'évolution que vous avez vue dans le diagramme précédent en termes d'énergie de surface. Donc comment est-ce qu'on explique ça? Et bien, en fait, ce qu'on explique ici, c'est que quand on chauffe le matériau, ce matériau, progressivement, les nanoparticules vont grossir et vont atteindre une sursaturation en oxygène qui se produit dans cette zone-là, et c'est dans cette zone-là que l'on est capable de détecter un excès d'énergie de surface, donc une instabilité du matériau. Et ces données-là sont donc extraites de données de mesures potentiométriques dans une batterie. Donc voilà ce que j'avais à vous expliquer sur différents sujets aujourd'hui. C'était un petit peu varié finalement. Et en fait, je terminerai sur une citation de M. Thomson, qui avait déjà observé, donc c'est la partie que j'ai soulignée en rouge ici, qui avait déjà signalé que l'énergie de surface et la réactivité d'un matériau devaient forcément être interdépendantes en fonction de la taille. Et M. Thomson s'interrogeait déjà à cette époque sur le fait que ça ne semblait pas avoir retenu l'attention, autant d'attention que ça le méritait. Et en fait, je pense que l'énergie de surface, dans ces systèmes électrochimiques, il y a encore beaucoup de choses à faire. On a fait vu quelques exemples aujourd'hui, mais en fait, il y a certainement beaucoup de choses à apprendre de la surface des matériaux pour l'application et inversement, utiliser une batterie pour sonder ces énergies de surface et en déduire, entre autres, leur stabilité. Voilà, je vous remercie beaucoup.